Émission du 11 décembre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons un autre auteur qui a été de toutes les tribunes dans la dernière année. Quand même, soulignons le talent de la communauté d'autoristes LGBTQ+. Alors ce soir, à mes côtés, Éric Chacour. Bonsoir Éric. Bonsoir Kim. Ça va bien? Bah ouais, super bien. Excellent, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Alors, me décrire physiquement. J'ai fait mon sapin aujourd'hui, donc je dois avoir encore quelques petits restes de paillettes par endroit. Et puis c'est une journée où il pleut, donc j'ai les cheveux qui bouclent. Je ne suis que paillettes et bouclettes ce soir. Excellent, on aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Je pense que c'est une communauté de destin. C'est une communauté, c'est pas que des points communs, c'est aussi et avant tout un sentiment d'appartenance. Et puis je pense que si on veut continuer à ce que ce soit une communauté ouverte et qui fasse naître le sentiment d'appartenance, il faut qu'on continue à être ouvert et inclusif comme on l'est. D'ailleurs, c'est vraiment cool d'avoir des interprètes ce soir qui nous interprètent tout ce qu'on dit. Ça fait partie de l'inclusivité, je pense. On va en reparler plus tard dans l'émission de ce feature qui nous distingue et qu'on est très fiers. Merci à la communauté sourde et malentendante d'être là. Éric, ton premier roman, Ce que je sais de toi, a été couronné d'innombrables prix, oui. Comment t'as encaissé ou reçu, accueilli toute cette reconnaissance? Très, très mal. Très mal. Non! Arrêtez. Non, c'est chouette. C'est un premier roman en plus, donc on s'attend à peu près rien quand c'est un premier roman. Et c'est sûr que quand on voit une reconnaissance de la part du public, c'est super chouette. En fait, moi, ce qui me touche, c'est pas tellement le nombre de prix, c'est plus leur diversité. C'est plus de voir que dedans, il y a des prix de libraires, il y a des prix de bibliothécaires, il y a des prix de lecteurs, il y a des prix d'autres auteurs. Et moi, c'est cette diversité-là qui me touche. En tout cas, c'est toute une entrée en matière dans le métier d'écrivain. Félicitations. On va poursuivre la discussion dans quelques instants. D'abord, on accueille aussi Florian Soria, nouvel humoriste à l'émission. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Kim. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Alors, physiquement, j'ai des sourcils assez énormes. On voit que ça, je sais. J'ai les yeux bleus, j'ai une barbe mal rasée, j'ai un pull vert. Mes pronoms, c'est il, lui. C'était tout comme question? Oui, il y en a une autre, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Alors, moi, je me suis jamais dit que je faisais partie de telle ou telle communauté. Je vis ma sexualité comme je l'entends. Tu sais, je me sens avant tout vivant et chacun d'entre nous, je trouve qu'on vit notre sexualité à travers notre unicité. Donc, c'est un peu ça qui représente pour moi la communauté LGBT. C'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission. Comment tu décrirais ton style d'humour? C'est assez absurde, irrévérencieux, je te dirais. Moi, en 2 mots, je te dirais que c'est ça. Ouais. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, ce soir, je vais vous parler... J'en parle de suite? Non, juste un petit teaser, là. Je vais vous parler de ma première rencontre, mon premier dating homosexuel. Excellent. Ça s'est bien passé? On ne sait pas? Vous verrez. On verra tantôt. Et puis, pour notre dernière entrevue juridique de l'automne, en partenariat avec la Clinics de l'UQAM, on va vous parler d'un outil qui pourrait être fort utile dans les prochains temps, les prochains mois, des modèles de lettres de plainte. C'est un travail fait en collaboration avec la Clinics et le Conseil québécois LGBT. Donc, on va recevoir l'étudiante Stéphanie Bélanger et la coordonnatrice du réseau des membres au Conseil québécois LGBT, Fred Lavarenne, qui vont venir nous parler de cet outil. Et en fin d'émission, Mélodie Noël Rousseau vient nous parler d'un spectacle de danse. Elle a assisté à la Générale hier soir. Elle m'a dit qu'elle a adoré ça, qu'elle est tombée en amour. Ce sera en fin d'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou féminin, au choix. Ce soir, sur scène, j'ai enfin mis du vernis sur mes ongles. J'ai été paresseux dans les dernières semaines. Donc, un petit verre pastel? Vert anis. Vert anis. Bon, voilà, c'est plus distingué que moi. C'est pour ça que moi, j'écris pas de livres. Et voilà, avec une chemise carottée bleue et vert, des jeans, et j'ai sorti mes bottes. Éric me disait qu'il avait sorti ses bottes pour la première fois aujourd'hui. Moi aussi. Donc, c'est la saison. Nous sommes en direct du bar La Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous.
Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'Éric Chacour s'est lancé dans l'écriture. D'abord un passe-temps qui s'est transformé en succès international avec la parution de son premier roman, Ce que j'essaie de toi, aux éditions Alto. Le livre a reçu tellement de prix. Je vais n'en nommer qu'un seul, parce qu'autrement, ça prendrait toute la durée de l'entrevue. Le prestigieux Prix des libraires de France. C'est seulement la deuxième personne du Québec à recevoir ce prix depuis sa création il y a 70 ans, l'autre étant Anne Hébert, quand même. Et puis, bon, un deuxième prix, juste parce qu'il est tout récent, le Prix littéraire France-Québec. Ça a été annoncé au Salon du Livre de Montréal. Je m'arrête là. Rebonsoir, Éric. Rebonsoir. Alors, tu sors d'une grosse tournée de promotion de ton livre. Tu disais à ma collègue, là, quand vous êtes parlé un peu plus tôt, que en fait, c'est un flot continu depuis sa parution il y a un peu plus d'un an et demi. Ouais, c'est chouette de voir il y a un engouement autour de ce roman et qu'il est en cours de traduction dans une quinzaine de langues. Donc ça fait beaucoup de déplacements, ça fait beaucoup de nouveaux publics à rencontrer. Donc c'est vraiment chouette. C'est très très inattendu encore une fois. Est-ce que toute cette vague, tu parlais de reconnaissance en début d'émission, cette vague d'amour, de reconnaissance, ça t'inspire à poursuivre, à t'investir davantage? Oui, c'est sûr. Après, quand on dit vague d'amour, il faut se garder une petite gêne, hein. C'est de l'amour envers le livre, c'est pas de l'amour envers l'auteur. Mais, euh, mais c'est sûr que ça donne envie. Mais en fait, c'est drôle, ça a été en deux phases. Il y a eu une première phase où c'était génial. Je parlais à des gens, ils me donnaient leurs émotions, ils me disaient ce qu'ils avaient aimé dans le livre, et j'avais juste envie de revivre ça. Et puis, à un moment où les journalistes ont commencé à me dire, alors d'après vous, qu'est-ce qui a marché dans ce livre? Et là, c'était compliqué parce que chaque personne parlait d'un truc un peu différent. Certaines personnes me disaient, ah ben moi j'ai grandi en Égypte, alors ça m'a parlé. Bon, je me disais ça. Puis j'avais une autre personne qui me disait, moi c'est la relation d'amour entre deux hommes. Donc... Et puis à un moment, on se dit, ben, sauf à réécrire exactement le même livre, on va jamais s'en sortir. Il y a un truc un peu paralysant comme ça. Mais j'ai l'impression que j'en sors. Est-ce que ce que tu décris, là, le fait que les gens s'y retrouvent pour tout plein de raisons, est-ce que tu penses que ça explique en partie peut-être le succès du livre? Je sais pas. Très honnêtement, quelle que soit l'œuvre d'art, les gens se retrouvent toujours par rapport à eux-mêmes. Tu vois, tu regardes un film, ce qui te touche, c'est le truc qui te parle un petit peu à toi. Donc c'est un peu compliqué de savoir. Puis jusqu'à un certain point, moi, j'ai pas envie de savoir. OK. Tu sais, c'est comme un tour de magie. Tu y assistes, t'as pas forcément envie de savoir comment ça marche. Tu as juste envie d'être un peu émerveillé. Puis moi, c'est pas parce que je suis l'auteur que je suis le magicien. Je suis comme tout le monde. J'assiste à ça et ça m'émerveille un peu. Donc, ce que j'essaie de toi raconte l'histoire d'amour entre deux hommes, avec toile pour fond l'Égypte des années 70-80, dans ce coin-là. Il n'y a rien qui les rassemble, mais c'est l'amour quand même. Qu'est-ce qui, pour toi, est important d'en raconter l'amour dans la différence ou par la différence? En fait, le paradoxe, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui les rassemble. Ils sont distanciés en toutes choses, ils n'ont pas le même métier, ils n'ont pas le même environnement familial, ils n'ont pas le même niveau social, enfin, ils n'ont pas le même niveau de richesse, etc., etc. En fait, leur seul point commun, c'est d'être deux hommes dans cette Égypte de la fin du XXe siècle. Et j'avais envie de raconter ce paradoxe-là. Comment est-ce que, paradoxalement, leur seul point commun, c'est vraiment le truc qui les condamne, beaucoup plus que toutes les différences qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu crois que cette absurdité-là, j'ai envie de dire, c'est venu vraiment nourrir ton processus d'écriture? Je sais pas. C'est très compliqué la question des Ouais. intentions, hein. Moi, j'ai toujours des journalistes qui me posent des questions sur les intentions, et puis parfois c'est tellement bien formulé que je me dis, tiens, peut-être que c'était une intention après tout. C'est compliqué à savoir en fait. Je crois que si j'essaye vraiment de revenir sur le début de l'intention, il y avait deux choses qui me tenaient à cœur. La première, c'était de faire une histoire qui se passe dans l'Égypte de l'époque de mes parents. Ça, c'était vraiment important. Mes deux parents sont nés en Égypte. Ils se sont rencontrés à Montréal, mais ils sont tous les deux nés en Égypte. Et j'avais envie de rendre un peu hommage à ce pays-là. Et la deuxième chose, c'est que j'avais envie d'écrire mon histoire d'amour. Une grande histoire d'amour, une sorte de Roméo et Juliette, mais qui serait entre deux hommes. Quand tu dis, bon, je ne sais pas trop c'est quoi l'intention de départ et tout, comment tu décrirais ton processus d'écriture? Laborieux. Laborieux ou long? Long. 15 ans pour pondre 300 pages. Je pense qu'on n'est pas sur des niveaux de productivité exceptionnels. Ouais, OK. Ben, en fait, l'écriture au début, c'est un passe-temps. Moi, j'ai toujours écrit parce que ça me faisait du bien. J'ai toujours écrit parce que j'aimais ça. J'ai jamais écrit en me disant, tiens, ce sera publié un jour et puis ça me permettra de venir en parler au micro de tous. Mhm. Le jour où ça arrive, c'est vraiment cool. Mais ça fait pas partie du processus d'écriture. Moi, je pense depuis que je suis adolescent. Tu sais, l'adolescence, c'est le moment où tu ressens tout un tas d'émotions. Puis
Moi, l'écriture, c'est quelque chose qui arrivait à me prendre des émotions, puis les mettre dans des tiroirs, et je me sentais mieux après. Je sais qu'il y a des écrivains qui disent qu'ils s'arrachent un bout d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils pondent une phrase. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai l'écriture assez apaisante. Bon, maintenant, il y a un petit sentiment d'urgence supplémentaire pour le deuxième, mais Un on verra. sentiment d'urgence? Un peu, un début Dans quel de... sens? On essaye de pas trop y penser, mais c'est sûr qu'il y a un petit peu d'attente. Et puis quand on se rend compte que ce qu'on écrit, ça peut être lu au-delà de, je sais pas moi, ton chum, ta tante, ta cousine, eh ben, tu as envie de recommencer. C'est chouette. Comment tu gères cette, ben, je vais pas dire cette crainte-là, mais cette anticipation-là? Parce que, comme tu l'as dit, c'était ton premier roman, donc tu ne savais pas à quoi t'attendre. Là, la situation est différente. Est-ce que déjà tu penses à des manières pour te protéger ou... J'essaye d'écrire dans la même insouciance que le premier. Ok. Vraiment, j'essaye de pas trop y penser. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais j'essaye au maximum de pas trop y penser, puis de me dire, je retrouve un peu la vibe tranquille dans ma chambre, il fait noir, j'ai mes amis imaginaires, j'ai un peu de musique, et puis je me mets à écrire. Parce que c'est vraiment comme ça que le premier roman est sorti, puis c'est ça qui me tient à cœur quand j'écris. Euh, on verra ce que ça va donner pour la suite. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours eu deux idées en tête, deux idées vraiment claires, avec deux séries de personnages dans deux lieux différents, à deux époques différentes. Depuis que tu écris, là, dans le sens qu'il y a quelque chose qui germe dans ta tête depuis Ouais, depuis une longtemps. quinzaine d'années. Et je ne saurais pas dire pourquoi j'ai commencé par ce que je sais de toi, mais maintenant que c'est terminé, que voilà, qu'il est parti dans l'univers, j'ai envie de m'attaquer à la deuxième idée. T'en es rendu où? On peut-tu te demander cette question-là? Ensuite, alors moi, j'ai mon petit fichier Excel qui comptabilise le nombre de mots. J'en suis à 25% du brouillon de quelque chose. OK. Donc, il y a Donc, encore du temps ouais, il y a beaucoup de travail. de rédaction. Là. Je reviens à ton livre, Ce que j'essaie de toi. On a beaucoup parlé de comment il a été reçu. Il y a des personnes dans les médias qui ont prêté des intentions militantes à ce livre-là. Tu as répondu que pour toi, tu écris sur l'amour et non pas sur la dénonciation de l'homophobie au Moyen-Orient. Comment tu vois ton rôle d'écrivain quand tu sais que ça, volontairement ou pas, ça a tous ces impacts-là ou ça peut être perçu de cette Bah, manière-là? ça a des impacts et je suis content de ces impacts. Je veux dire, aujourd'hui, le livre, il est distribué dans tout un tas de pays, y compris des pays qui ne sont pas forcément les plus progressistes sur les questions de l'homosexualité. Il est enseigné dans des écoles. Moi, quand j'étais à l'école, comme tout le monde, hein, j'ai lu des dizaines de milliers de pages. J'ai jamais eu, même dans une vague intrigue secondaire, une histoire d'amour entre deux hommes ou deux femmes. Donc, c'est sûr que je suis heureux aujourd'hui que ce livre-là, parmi les prix que tu n'as pas cités, il y avait le prix féminin des lycéens. C'est un prix qui est donné par des gamins qui ont 15, 16, 17 ans en France. Me dire que des adolescents ont voté pour ce livre comme étant leur livre de l'année et que certains m'écrivent aujourd'hui en me disant moi, ça m'a touché d'avoir une histoire d'amour entre deux hommes parce que ça me ressemble, c'est quelque chose qui me touche. Là où je mets une nuance, c'est que moi, en l'écrivant, je ne l'ai pas écrit dans cet état d'esprit-là. Je ne l'ai pas écrit de façon militante en me disant je vais dénoncer, je vais revendiquer, je vais. Non, moi j'ai écrit parce que j'avais envie de raconter une histoire de cœur qui batte, j'avais envie de raconter une histoire d'amour, j'avais envie de raconter une histoire de famille. C'est ça qui me motive quand j'écris. Alors après, la voir être traduite en arabe, la voir être enseignée en Roumanie, la voir, bien sûr que ça me touche. En même temps, bon, on se réjouit qu'il soit dans les écoles, mais en ce moment, les livres LGBTQ+, n'ont pas nécessairement la cote dans les écoles, en particulier au sud de la frontière, aux États-Unis. Comment tu le reçois, ça, tout ce mouvement de censure ou d'expiration des livres LGBTQ+? Je pense que commencer à avoir peur des livres, avoir peur de l'amour, c'est bien les deux dernières choses dont, dont on devrait avoir peur. Je sais pas, je regarde ça avec consternation comme tout le monde. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux de commencer à se méfier des livres. Je pense que c'est dangereux de commencer à se méfier voilà, d'une histoire d'amour. J'ai du mal à comprendre que ça puisse exister. Et en même temps, j'ai envie de croire que dans les histoires qu'on raconte, si on arrive à émouvoir les gens, il y aura quelque chose qui sera toujours intensément plus fort que toutes les formes conservatistes qui nous sont objectées. Et toi, tu y vas dans les écoles Ouais, beaucoup. pour parler de ton livre avec les élèves? Oui, oui, j'essaye de le faire au maximum. La semaine dernière, j'étais au Mexique, j'étais devant une salle de 300 élèves. Ils étaient tout jeunes, ils avaient tout un tas de questions. C'est toujours très frais parce que c'est pas des questions de journalistes, c'est vraiment des questions de Et justement, c'est quoi les questions qu'on te pose régulièrement? les jeunes. Oui. Il y a plein de choses. Alors c'est drôle. Soit ils posent pas les mêmes questions que les adultes.
soit ils posent les mêmes questions, mais de façon complètement différente. Par exemple? Bah, par exemple, les adultes vont te demander, est-ce qu'il vous tenait à cœur d'aborder la question de l'homosexualité dans les pays arabes, des choses comme ça. Moi, un jour, pendant les présentations pour le féminin des lycéens, j'ai un jeune qui m'a dit pourquoi il est gay ton personnage principal? Bon, bah, clairement, tu peux pas répondre la même chose, tu vois. Tu es obligé d'être un peu plus sincère et puis tu es obligé aussi de te poser la question sous cet angle-là et puis de te dire que bah, déjà, peut-être qu'il est gay parce qu'il l'a pas choisi, peut-être qu'il est gay parce que son auteur l'est aussi, enfin, pour tout un tas de raisons. Et ça t'oblige à penser les choses un peu différemment, je pense. Ouais. Quand quand tu vas dans ces écoles-là, est-ce que tu y trouves dans ces réactions-là, comment dire, une source d'inspiration? Tu sais, est-ce que ça nourrit tes réflexions pour l'écriture de ton prochain roman? À mes réflexions à moi, Ouais. pas nécessairement, quoique j'ai vraiment envie d'écrire sur la période de l'adolescence. En raison de ces rencontres-là que tu as eues? Je crois pas, mais je suis un OK. peu plus comme un voleur maintenant quand j'y vais. Il y a des petits trucs que j'essaye de noter puis que j'ai envie de garder. Mais c'est sûr que cette réception-là, elle est très, très surprenante pour moi. Ah oui? Parce que clairement, quand j'ai essayé de penser, alors déjà, quand le livre est sorti, j'ai demandé à mon éditeur combien il faut que tu en vendes pour faire ton premier dollar. Alors il m'a dit 1485. J'ai dit, c'est mal barré. Je connais 30 amis de mes parents qui l'achèteront pour faire plaisir, qui ne liront pas. Mais 1485, ça me paraît beaucoup quand même. Et, et parmi les 1485 potentiels lecteurs que je pouvais imaginer, jamais je m'étais dit des adolescents. Tu vois, je m'étais dit, c'est un livre, ça se passe en Égypte où pour la plupart ils sont jamais allés. Ça se passe à une époque où ils n'étaient même pas nés. Ça se Ben termine oui. en 2001. C'est écrit dans une langue assez classique. Je me suis dit, mais quel jeune est-ce que ça va intéresser? Et quand il y a eu la remise du féminin des lycéens, il y a un journaliste qui est passé dans les rangs et qui a demandé à un des élèves du jury, mais alors pourquoi vous avez choisi celui-ci? Et il a dit spontanément, oh, parce que c'est une incroyable ode à l'amour. Et je me suis dit, moi, j'ai jamais osé dire ça. Tu sais, quand je suis arrivé en France, quand le livre est sorti en France, très vite, il a été en nomination pour des prix. Il a été en nomination pour le Renaudot, il a été en nomination pour le Féminin. Je me disais, ben voyons, je vais quand même pas commencer à leur dire que moi, ce que j'avais envie d'écrire, c'était une histoire d'amour. Ça fait un peu. Puis j'avais en face des journalistes qui me disaient, oh, vous avez écrit une grande saga familiale. Je disais, oui, ça doit être ça que j'ai écrit. Oh, un grand roman qui renouvelle le roman Levantin. Je me disais, oh, bon, Ouais. j'en ai pas lu, mais ça c'est sûrement ça que j'ai dû écrire. Et à partir du moment où ce gamin-là a sorti avec autant de spontanéité que c'était une ode à l'amour, eh ben, ça a débloqué un truc chez moi. Je crois que je le dis beaucoup plus facilement maintenant. Que c'est ça ce que tu as voulu faire, Ouais, en puis que fait. c'était vraiment l'intention de départ. Ben oui. Et ça a été perçu comme ça par ce jeune aussi. Ouais, mais franchement, moi j'en ai un peu assez des adultes qui passent leur temps à dénigrer la jeunesse. Parce que vraiment, vraiment, ceux qui ont compris le mieux mon roman, c'est eux. Ah oui? Vraiment. Ceux qui m'en ont dit des choses qui étaient les plus proches de mes intentions de départ, là on parlait des intentions tantôt, bah, c'est vraiment eux. Et, et je trouve qu'ils ont une intelligence et une capacité d'empathie qui est extrêmement forte. Mm. Et je pense que c'est un truc qu'on perd un petit peu en avançant en âge. Là, j'ai pas envie de tenir un discours tarte à la crème et tout, mais je crois que c'est un truc qu'on perd un peu. Ouais. Et te reconnecter avec ça d'une certaine manière en les côtoyant. Ah bah, je Dans crois que les c'est écoles. important. Ouais, Ouais. je crois que c'est important. Mais en fait, toutes les rencontres avec toutes les rencontres sont intéressantes. Tu sais, Ouais. j'ai fait des clubs de lecture communautaires, j'ai fait des rencontres avec des jeunes, j'ai fait des visites en prison, j'ai fait tout un tas de choses très très différentes. Et à chaque fois, on est plongé dans une réalité différente. Et voir une même œuvre qui a été vue à travers un prisme qui est différent du sien, bah, c'est super enrichissant en fait. Et là, tu es en pause de ton travail de plusieurs années dans le milieu financier. C'est ça? Oui. Oui. Sabbatique. Sans sabbatique. Est-ce que tu penses que c'est une sabbatique qui, comme bien d'autres, va se prolonger au-delà de l'année? Je ne sais pas. Je sais Kim, pas. Je ne sais pas. Tu sais pas. C'est ça. De toute façon, à chaque fois que j'ai essayé de prévoir un truc avec ce livre, ça n'a pas marché. Donc, j'arrête. Laisser les J'essaie de portes faire des ouvertes. prédictions. Voilà. Mais c'est sûr que bon, j'ai été dans 1 an et demi de déni total en me disant non, non, mais là, il y a un truc qui se passe, mais ça va retomber, ça va retomber. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, bah non, ça retombe pas. Et puis j'ai pas envie de me retourner un jour et de me dire, merde, il y avait un truc qui se passait, c'était sympa et tu n'as jamais pu complètement en profiter. Donc, j'essaye de le faire maintenant.
Alors, je te souhaite bonne écriture dans cette année sabbatique et puis ben, rendez-vous à l'apparition de ton deuxième roman si c'est avant 15 ans. Oui, je pense qu'on sera un peu plus vieux, OK. là. Je ne sais pas si on sera en état de faire des entrevues aussi vives, hein. Ben oui, quand même. Ah oui, 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 que j'entrevois un bel avenir. Ne m'invite pas en décembre, on aura des rhumatismes et tout. On mettra ça au printemps avec les fleurs. Ça Voilà. marche. Merci beaucoup, Éric Chacour. Merci, Kim. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Un organisme LGBTQ+, dit être la cible de désinformation de la part du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Le projet d'intervention auprès des mineurs prostituées, le PIAMP, travaille auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui échangent des services sexuels contre toute forme de rémunération. La semaine dernière, le chef péquiste a fait adopter une motion à l'Assemblée nationale pour dénoncer tout financement public d'organismes qui encouragent des formes d'exploitation sexuelle des mineurs. Le PIAMP a répondu que la réduction des risques ou encore offrir de l'information nuancée ne constitue pas une forme d'incitation à la prostitution. Au Royaume-Uni, les vétérans de l'armée qui ont été renvoyés en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre seront dédommagés et elles pourront recevoir jusqu'à 125 000 en réparation pour la discrimination vécue. Leur rang militaire pourra également être restitué. Le programme touche environ 4 000 vétérans. L'homosexualité est restée interdite dans l'armée britannique jusqu'en l'an 2000. Et dans le monde des sports, l'Arabie saoudite sera finalement l'hôte de la Coupe du monde de soccer de la FIFA en 2034. L'annonce a été faite aujourd'hui, malgré de nombreuses protestations en raison du bilan du pays en matière de droits humains. L'Association du football de l'Angleterre, qui appuyait la candidature de l'Arabie saoudite, dit toutefois avoir reçu l'assurance que les membres des communautés LGBTQ+, qui voyageront dans le pays, seront en sécurité. J'avais oublié le nom de famille de notre prochain invité parce que c'est vraiment. Merci d'être là, Florian. Florian Rossi. Florian. Florian. Parce qu'en fait, comme vous l'avez peut-être lu dans l'infolette, ça devait être Charlie Morin qui était là ce soir et finalement, il y a eu un empêchement. Donc, Florian a accepté. À la dernière minute, on s'est parlé pour la première fois cet après-midi. Oui. C'est un plaisir de te recevoir parce que je sais que tu connais notre autre collègue, Sad Finish, qui fait des chroniques. Est-ce que vous vous êtes rencontrés à cause de l'humour? Oui, c'est à cause de l'humour qu'on s'est rencontrés. On avait pris on avait pris les cours du soir à l'École nationale de l'humour. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on a lié une amitié. Et vous collaborez ensemble sur des projets? On collabore ensemble. Des fois, on fait des shows ensemble. On a déjà fait un 20 minutes chacun ensemble. On écrit souvent ensemble dès qu'on peut parce qu'on est chacun très occupé de notre côté. Mhm. Et c'est pas mal ça. Moi, maintenant, j'ai intégré l'École nationale de l'humour. Fait que je peux beaucoup moins le voir. Et c'est un mal pour un bien, là, on s'entend. C'est quand même cool. Tu nous disais en début d'émission que ton style d'humour est un peu irrévérencieux. Qu'est-ce qui t'a attiré à la base vers le métier d'humoriste? Alors, à la base, très sincèrement, c'était juste pour libérer ma parole. Je suis quelqu'un de très timide qui n'ose pas du tout parler en public et je ne savais pas du tout parler en public, que ce soit en face de 2, 3 personnes. Je pouvais rester muet pendant des heures. Et je voulais vraiment débloquer ça. Et je me suis dit, va sur scène. Tout simplement. Ouais. Mais pas au karaoké, la scène du karaoké. Non, on va sur scène, Ça me faire de semblait l'humour. difficile de karaoké chanter. Ah oui, OK. Et ça, c'était quand, en fait? Alors, c'était il y a bientôt 2 ans que j'ai commencé l'humour. C'était en février. Pas de l'année dernière, ouais, l'année d'avant. Et là, comment tu te sens devant quoi? On est au moins une cinquantaine de personnes ici dans le bar en ce moment? Ça va. Ça va. Donc, en 2 ans, tu en as fait du chemin quand même. Ouais, un petit peu. Ça commence tranquillement à bouger un petit peu, mais très doucement. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la création, dans l'écriture de tes numéros? Ce qui m'inspire, pour l'instant, c'est de parler vrai, de parler de ce que je connais. Bah, malheureusement, beaucoup de moi, parce que je ne connais pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est vraiment de parler de mes expériences. Comme je t'ai dit plus tôt, c'était un peu thérapeutique à la base, c'était vaincre ma timidité. Puis aussi, il y avait aussi, c'était le fait de pouvoir parler librement, de libérer ma parole, que ce soit sur la queerness ou la pansexualité, parce que je pensais que c'était quelque chose
dont on ne pouvait pas parler. Même humoristiquement parlant, je pensais choqué, je pensais que ça allait être violent. Donc, j'ai vu que c'était possible et c'est quelque chose qui a été aussi thérapeutique de ce bord-là. Comment s'est fait le déclic où tu as vu que c'était possible de le faire? Est-ce que c'est parce que tu as côtoyé d'autres humoristes queer? Est-ce que c'est que tu as assisté à des spectacles? Exactement. Ben, en côtoyant Sad, en voyant Sad Ouais. faire ces choses-là, je fais ah, peut-être moi aussi j'ai le droit. Mhm. Donc j'ai commencé tout doucement à écrire des numéros qui portaient sur ce sujet-là. Il y en a d'autres qui portent sur d'autres sujets, bien sûr, mais essentiellement j'écris beaucoup sur ce sujet-là. Ouais. Il y a une démarche similaire avec Sad aussi, qui nous parle beaucoup de ses expériences et qui s'inspire de son vécu. Mais ce soir, c'est pas Sad, c'est toi, Florian. Donc, Ouais. je te cède la parole. Vas-y pour ta chronique. Alors cette semaine, j'ai eu une semaine assez spéciale. Ma copine m'a quitté. Youpi. Eh oui, elle a rencontré un autre mec. Je suis content pour elle. Et moi, comme je viens du sud de la France, au cas où vous n'aurez pas entendu l'accent, j'ai la revanche dans le sang. Fait que je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais rencontrer un autre mec. Parce qu'il faut savoir un truc sur moi. Je suis pansexuel et monogame. Je suis ouvert, mais pas trop. Et à ce moment-là, je réalise que j'ai jamais daté de mec. J'en ai sexé un ou deux, certes, mais jamais autour d'un latte. Alors je télécharge toutes les applications de rencontres. Tinder, Grindr, Hinge, Habibi Love pour des rencontres musulmanes sérieuses. Et miracle, je finis par avoir une date avec un mec. Je suis surexcité, ma première date, waouh! On va dans un café, on fait connaissance. Il me dit qu'il vient de Madagascar. Il me demande si je sais où c'est. J'étais comme, ouais, t'inquiète, j'ai vu les films. Eh oui, je suis passé pour un con. Passons. Le gars me plaît. Il est grand, il est beau, il est musclé. Mais il s'appelle Kevin. Et ça, je peux pas l'assumer. Moi, le seul Kevin que j'ai rencontré, il était fan de tuning. Fait que je lui pose 2-3 petites questions pièges pour savoir à qui j'ai affaire. Du genre, toi, est-ce que t'es fan des films Fast and Furious? Il me dit que non, car pour lui, ce sont des films violents. J'étais comme, ok, Kevin est bottom. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu une rupture récente et je ne veux pas renforcer le stéréotype que les rapports homosexuels masculins se passent directement la première fois. Je veux prendre mon temps. Fait que je le revois une deuxième fois, chez moi, à minuit, la même journée. Bandé. Je prends mon temps. Et vient le moment où Kevin se met tout nu. Il a une bite énorme. Non, mais je vous promets, c'est le genre de bite qui pourrait faire partie des Avengers. Je sais pas moi, c'est le marteau de Thor, avec une légère curve à gauche. Moi, je vois ça, je panique. Je fige. Je sais pas quoi faire, mais Kevin a de l'expérience. Alors, il prend les devants et je le prends par derrière. Le sexe était incroyable. Et je ne veux pas rentrer dans les détails croustillants, désolé. Ce que je préfère, c'est vous parler du pillow talk, la discussion d'after sex, où je demande à Kevin s'il a aimé ça. Il me dit que oui. Il me demande si j'ai aimé ça. Je lui dis oui. Je t'aime. Et oui, il sait pas quoi dire. Alors je comble la conversation et je lui demande depuis quand, lui, il sait qu'il est gay. Il me dit qu'il a toujours su qu'il était gay, car pour lui, les femmes sont inférieures aux hommes. Il a dit ça. Moi, à ce moment-là, je suis comme vous. Je suis choqué. Fait que je lui dis, mais ça, Kevin, c'est pas être gay, ça. C'est être hétéro. Là, Kevin est un peu vexé. Et me dit, Flo, tu peux pas dire que t'es gay tant que t'as pas couché avec au moins 50 mecs. 50 pour moi, c'est énorme. Moi, j'ai couché avec quoi? Peut-être 24 femmes et 49 mecs. Merde.
Je suis à un mec d'avoir toutes les réponses sur mes questions existentialistes liées à mon orientation sexuelle qui me torture depuis que j'ai 14 ans. Merde! Et pour être honnête, ça se passe bien entre Kevin et moi. Mais vu que c'est la première vraie relation homosexuelle que j'ai pas les codes. Alors je commence à faire tout comme lui. Kevin aime le café, j'aime le café. Kevin est sagittaire, je suis sagittaire. Kevin est polyamoureux, je suis cocu. Au final, ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être prenez le temps de vous aimer vous-même avant d'aimer le cul de Kevin. Merci. Merci, Kevin, pour ce premier passage, d'avoir relevé le défi là, de venir avec si peu d'avertissement d'avance. Merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver sur la scène de Normandie. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous voulez switcher? J'ai un petit message à faire. Tant qu'il est là, je vais lui donner la parole tout de suite, en fait. Je vais lui donner du temps pour s'exprimer, pardon. Donc oui, parmi nos nombreux partenaires à l'émission, il y a le réseau de la santé sexuelle. Oh, juste un instant, parce que c'est vrai qu'il manque une interprétation en ce moment à la caméra pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Oui, donc c'est ça. Parmi nos partenaires, il y a le réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec qui finance, entre autres, l'interprétation en langue des signes du balado. Alors, on les remercie encore une fois. Et il y a Éric à la direction générale qui aimerait faire un petit message aux personnes sourdes et malentendantes qui nous regardent. Juste... Tu peux t'approcher. On peut le décrocher, là, parce que... Oui, c'est ça. Moi, je vais faire du montage, on ne l'entendra pas. Tu peux le dérouler de l'autre côté, Geneviève? Ah, je peux le dérouler. Oui, c'est ça, Magnifique. exactement. Là, on Merci. va faire... Oui. Alors, bonsoir à tous. Je suis bien content de vous voir. Qui suis-je? Je suis Éric Dubé. Donc, je travaille pour encourager les communautés de 4 volets. Donc, d'abord la diversité sexuelle, LGBTQ, les dépendances et l'itinérance, situation d'itinérance. Donc, évidemment, c'est un travail pour la communauté sourde avec lesquels on travaille en collaboration. Et j'aimerais vous encourager, si vous voulez devenir membre, vous inscrire au réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec, vous allez pouvoir constater que les personnes sourdes ont besoin, comme nous, d'accessibilité. On a besoin d'interprètes pour nous accompagner à des rendez-vous, des choses comme ça. Donc, l'année passée et depuis l'automne l'année dernière, on a commencé à encourager tous et il y a de plus en plus de personnes qui participent et on trouve ça très bien de voir ce nombre comme augmenter. Donc, vous pouvez nous encourager au RSSSQ, donc 3S.org, rssSQ.org. Donc, ça va être bien facile, c'est très clair. Vous allez pouvoir vous abonner très facilement. Et je vous remercie et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Éric. Alors oui, on va prendre le temps de réinstaller le micro. Vous pouvez faire ça. Pendant ce temps-là, j'ai un petit message. En fait, ce soir, c'est notre dernière émission de la saison d'automne 2024, 12e émission de la saison d'automne, mais 45e au total depuis nos débuts. Alors oui...
Et puis, quand je regarde le chemin accompli depuis 1 an et demi, ben, je dois avouer que je suis quand même fier. Fier, en fait, surtout d'avoir vu cet automne la famille de tous s'agrandir de semaine en semaine. Je l'ai vu ici, au Normandie, toujours des nouvelles personnes que je rencontre à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir, mais je le vois aussi en ligne avec nos abonnés qui sont toujours de plus en plus nombreux, nombreuses. Vraiment en peu de temps, et avec encore moins de ressources. Nous avons jeté les bases vraiment d'un projet qui, pour moi, a un potentiel immense, qui ne demande qu'à être exploré. Et puis, ce travail, eh bien, je l'accomplis en collaboration avec toute l'équipe, évidemment, mais aussi avec le conseil d'administration de l'Info pour tous. On a eu notre dernière rencontre de l'année la semaine dernière et j'ai vraiment senti une belle énergie, une belle volonté commune de pérenniser le projet. Alors, j'ai vraiment hâte de poursuivre le travail avec vous en 2025. Je les nomme Justin Gauthier, Aurore Le Bourdon, Sonia Malek, Anita Montassier et Martin Thibouteau. Merci d'être à mes côtés tout au long de cette aventure. Et pour les auditoristes qui nous écoutent à la maison, bien, on vous invite à vous abonner à notre infolettre pour rester informés quant à notre retour à l'hiver. Le formulaire est dans le bas de toutes les pages de notre site Internet. La date n'est pas encore officiellement arrêtée, là, mais on va vous donner des nouvelles ainsi que sur mes réseaux sociaux là, une fois que ce sera coulé dans le béton. Merci. Alors, cette saison, nous vous avons présenté une série d'entrevues juridiques en collaboration avec la Clinix de l'UQAM, clinique juridique spécialisée dans les enjeux de diversité sexuelle et de genre. Alors, encore une fois, merci à Jamila Caron et Laurence Gay-Joyal d'avoir embarqué dans ce premier partenariat académique pour nous. Ça a été vraiment un plaisir. Et on conclut cette série ce soir en vous parlant d'un outil développé par Clinix en collaboration avec le Conseil québécois LGBT. Ce sont des modèles de lettres de plainte. Pour en parler, Fred Lavarenne, coordonnatrice du réseau de membres au Conseil québécois LGBT. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, mes pronoms, c'est elle, accord féminin. Physiquement, je suis une femme à la peau blanche, avec des cheveux brun foncé frisottés mi-longs. Et puis, je suis une petite personne qui porte une chemise rouge à motifs floraux. C'est très temps des fêtes. D'accord. Est-ce que je me trompe? Oh, je viens dessus comme Non, ça peut, Ça tout à peut? fait. Oui, ça peut. Moi, j'ai l'habitude de me mettre les pieds dans les plats. Fait que je vais Mais bon, passer à je l'ai acheté à New York. OK, Mais bon. bon, fait que je vais passer à Stéphanie avant de m'enfoncer davantage. Stéphanie Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, alors mes pronoms, donc c'est elle, donc accord féminin. Je mesure 1,75 m. J'ai la quarantaine bien tassée. Je suis étudiante de retour aux études. Et puis, j'ai des lunettes d'Harry Potter. Qu'est-ce que je voulais? Oui, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Je suis toi? moins fleurie que Fred. C'est plus rayé, Oui. gris, voilà. Mais il y a peut-être du gui là-dessus, on pourrait m'accrocher, puis les gens seraient pas venus pour s'embrasser. Je ne suis pas sûr que ça va passer à la CNSST. Donc oui, Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une alliée des communautés LGBTQ+. Ben, une alliée, en fait, c'est de faciliter finalement la communauté, notamment en matière de droit. Et également, tout en restant consciente de ma posture à l'extérieur de la communauté. Donc ça, c'est vraiment important. J'aime bien être une alliée de l'ombre. On est content d'avoir des alliés dans l'ombre. Fred, je commence avec toi. Le Conseil québécois LGBT, chaque session a un projet avec Clinix, il faut le mentionner. Cette fois-ci, vous leur avez demandé de rédiger des modèles de lettres de plainte pour le milieu scolaire. D'abord, comment est-ce que vous avez identifié ce besoin? D'où est venue cette idée-là? Bien, nous, au Conseil québécois, on représente maintenant 85 organismes communautaires LGBT à travers le Québec. Et le gros de notre travail politique est appuyé sur un travail de concertation constant. Donc, on a souvent des tables de concertation. Et à une table de concertation l'année dernière, je crois, il y a un membre qui... Mais les organismes partagent beaucoup leur réalité sur le terrain. Puis ce qu'on entend parler depuis un bon 2 ans, c'est à quel point dans les écoles, c'est de plus en plus difficile
Il y a beaucoup de situations justement de mégenrage, d'intimidation, de discrimination. Et il y a quelqu'un qui a dit, des fois, juste d'envoyer une lettre à l'école pour lui rappeler ses obligations, des fois, ça fonctionne, puis on n'a pas besoin de porter le processus plus loin. Donc ça, c'est resté dans notre catalogue de bonnes idées parce que nos membres ont tout le temps vraiment plein de bonnes idées. Puis à chaque session, avec Clinix, on s'assoit puis on lance des bonnes idées ensemble. Et cette fois-ci, c'est celle-là qu'on a décidé de retenir. Puis je dois avouer qu'en écoutant Éric Chacour parler tout à l'heure, ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'entendre ce rapport-là avec les jeunes parce que nous, ce qu'on entend plus, c'est que dans les écoles, c'est de plus en plus difficile. Fait que c'est le fun d'entendre d'autres récits qui peuvent donner de l'espoir comme ça. Difficile pour les jeunes, mais difficile aussi pour les personnes qui font de l'intervention dans les écoles. Je pense que récemment, justement, dans une communauté de pratique, tu l'as entendu, ça aussi, ce commentaire-là. Oui, dans une communauté de pratique qui a eu lieu avant-hier, en fait, les gens disent que depuis 2 ans, quand les gens interviennent dans les écoles pour aller parler des réalités LGBTQ+, maintenant, c'est des questions vraiment très décomplexées, très désagréables. Des enfants, mais des professeurs aussi là, qui interviennent puis qui lancent des phrases que j'ai pas envie de dire au micro parce que c'est vraiment triggerant puis c'est violent. Mais les personnes intervenantes, qui souvent sont bénévoles, ressortent de là très blessées. On a même entendu un cas où dans une école, il a fallu que la personne soit escortée hors de l'école parce qu'on craignait pour sa sécurité, parce qu'il y avait énormément d'hostilité. Donc, c'est pour ça que, comme nous, nos membres travaillent déjà beaucoup dans les écoles, nous, au Conseil québécois, on essaie de soutenir le travail de nos membres. Donc, on s'est dit que là, c'était une bonne façon d'avoir un projet où on pouvait soutenir le travail en offrant des outils, dans le fond, qui peuvent être adaptés par les organismes selon leur travail à eux sur le terrain. Alors, les modèles, c'est pour 3 situations spécifiques. En fait, la première, c'est pour prévenir des cas d'intimidation et de violence. On comprend avec toute l'actualité en ce moment. De toute façon, c'est une obligation légale pour les écoles là, de prévenir l'intimidation, le harcèlement, la discrimination. Le deuxième, c'est le mégenrage. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi ça consiste? Qu'est-ce qui a été observé sur le terrain pour que vous décidiez d'en faire un sujet d'une lettre? Oui, mais c'est que c'est reconnu par les directives du ministère de l'Éducation que l'élève doit pouvoir être appelé par le prénom et les pronoms de son choix. Et il y a de plus en plus d'écoles qui refusent ça. Il y a même un procès en cours présentement, un professeur qui dit que c'est contre sa liberté d'expression de l'obliger à utiliser un autre pronom que celui que lui juge que cet enfant devrait avoir. Il y a beaucoup de cas, comme ça s'est vu, il y a des lois qui ont été votées dans d'autres provinces de parents qui exigent d'être mis au courant. Puis là, ici, c'est encore pas le cas, mais on a peur que ça devienne la réalité ici aussi. Donc, il y a de plus en plus de cas qu'on voit d'écoles où est-ce que les jeunes ne peuvent pas expérimenter ou en tout cas essayer d'utiliser ces pronoms et ces pronoms. Des fois, à l'extérieur de la famille, c'est un endroit qui devrait être plus sécuritaire pour le faire. Puis là, je pense que Stéphanie va pouvoir en parler grandement de comment est-ce que le bien-être de l'enfant demande qu'on lui offre cela. Et des fois, c'est triste à dire, mais le milieu familial peut ne pas être un milieu sain et sécuritaire pour l'enfant. Et l'école devrait être cet endroit-là pour que l'enfant puisse voir comment il se sent avec ces pronoms-là et ces prénoms-là. Effectivement, j'y arrive, Stéphanie. Ce ne sera pas bien long. Je voulais juste qu'on place la table d'abord et parler donc du troisième et dernier volet, que c'est celui sur l'accès à des blocs sanitaires, peu importe son genre, et pourquoi ce besoin-là particulièrement, Fred? Bien, ce cas-là, je pense que c'est le plus politique des trois cas parce qu'on sait bien que c'est pas en envoyant une lettre que tout d'un coup, les écoles vont se mettre à rénover leurs toilettes pour qu'elles soient accessibles et exemptes d'intimidation. Mais on a choisi ce cas-là parce que, en fait, il y a eu une directive du ministre Drainville qui est vraiment sortie de nulle part, qui interdit maintenant aux écoles, carrément interdit de construire des blocs sanitaires qui seraient non genrés. Alors qu'au départ, cette recommandation-là de faire des salles de bain non genrées qui sont un peu comme, tu as des toilettes vraiment séparées, les murs sont du plafond jusqu'au sol, avec des lavabos extérieurs qui sont à air ouverte, c'est pour contrer l'intimidation de façon générale, parce que les salles de bain, c'est l'endroit où il y a le plus d'intimidation et de violence dans les écoles. Mais quand il y a une école en Abitibi qui a commencé, qui a mis ces plans-là de rénovation,
d'information. Il y a une lettre qui a été publiée par des parents en récupérant ça, puis en disant qu'on allait trop loin là, pour les droits des personnes trans et non-binaires, alors qu'au départ, c'était même pas ça l'enjeu. Et c'est ça qui a mené, en fait, à la création du Comité des sages, dont on pourra aussi reparler. Donc, cet enjeu-là, on trouvait important de l'aborder dans ces lettres-là parce que ça peut être un bon outil pour manifester massivement que c'est aussi une obligation de maintenir l'accessibilité à des blocs sanitaires qui respectent l'identité de genre des gens. On va en parler justement avec Stéphanie. Oui. Là, on a mis la table. Quand vous avez repris ce mandat-là à Oui. la clinique, Stéphanie, vous avez évidemment fait vos recherches, notamment dans la jurisprudence. Et rapidement, en fait, c'est important pour vous d'orienter votre travail sur la collaboration. Quand vous avez rédigé vos modèles de Tout à lettres, fait. est-ce que tu peux nous expliquer ou nous parler de cette approche-là que vous avez prise? Ben, c'est en accord en fait avec l'organisme, bien sûr, le Conseil québécois. C'est en accord avec le Conseil québécois. Mais il est vrai qu'en fait, c'est deux types de lettres. La première est informelle. Donc là, on mise vraiment sur la collaboration constructive, sur la sensibilisation. Et donc, en fait, on permet à l'organisme de prendre part et de s'approprier cette lettre pour tendre la main. Donc, en fait, c'est un espace de dialogue. Cette lettre devient un espace de dialogue. On n'est pas, en fait, sur le crunchy juridique. Et qu'est-ce que vous invitez les écoles à faire, par exemple, dans ces premières lettres-là qui Alors, vont être envoyées? Là? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans le cas du mégenrage, on propose en fait de former finalement les enseignants au langage en fait inclusif et épicène, ou autrement d'offrir aux enfants, aux élèves, un espace dans le cas de AGI en fait, donc un espace sécuritaire dépourvu de toute discrimination. Donc ça, c'est une première étape. Puis on offre aussi la possibilité à l'organisme de s'exprimer directement dans cette lettre, de se l'approprier en disant quel type d'accompagnement ils peuvent faire selon leurs ressources. Pour nous, c'est vraiment très important. Parce que vous présumez de la bonne foi Oui, des tout à écoles fait, au tout à départ. fait, bien sûr. Et si jamais il n'y a pas réponse apportée à ça, là, il y a un deuxième modèle de lettre, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. On mise en fait le principe clé de ces lettres, c'est vraiment la gradation en fait des lettres. Donc dans la lettre plus formelle, en fait, on y va vraiment avec les obligations légales. On leur rappelle la situation. On déplore que cette situation n'est pas résolue. Et là, on y va vraiment avec les obligations légales. Donc, on entend par obligation légale, notamment donc, les droits protégés par la Charte québécoise, les obligations légales de la loi sur l'instruction publique, et puis également les recours disponibles donc, aux élèves qui sont victimes de ces actes discriminatoires. Je vais donner un exemple pour le mégenrage. Oui. Si on parle de l'intimidation et le harcèlement. Alors l'intimidation et le harcèlement, en fait, c'est particulier parce que c'est une des situations qui est très encadrée déjà. Comme tu le disais justement en introduction, il y a une obligation aux écoles de se munir d'un plan donc, pour lutter contre l'intimidation et le harcèlement. Donc là, ça doit être disponible pour tous les parents et les élèves. Donc l'organisme, en fait, avant d'envoyer cette lettre informelle, il doit en fait avoir consulté ce plan et puis pouvoir après vérifier les mesures qui sont déjà dessus sur le plan, parce que l'obligation légale, donc par la loi sur l'instruction publique, oblige toute direction d'établissement d'avoir ce plan et d'avoir des mesures préventives et d'en faire le suivi chaque année. Donc, ça permet, en fait, c'est vraiment un outil intéressant. Pour contester certaines situations. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, en fait, dans la lettre plus formelle, dans ces cas-là, après, il y a des recours au protecteur de l'élève, bien sûr. On va revenir sur le modus operandi parce que, Stéphanie nous parle des organismes, parce que à la base, ce sont des outils pour les organismes membres du Conseil québécois LGBT. Comment ça va fonctionner? À quoi vous les invitez avec ces modèles-là? Parce qu'il y a aussi une communication là, qui est souhaitée entre l'organisme et les écoles. Oui, c'est ça. Bien, comme disait Stéphanie, le modèle de lettre, c'est un peu comme un peu une dictée trouée, là, où est-ce qu'il y a le cadre de la lettre avec les éléments juridiques ou les arguments, et beaucoup d'espace où l'organisme peut remplir selon la situation, selon si l'élève souhaite rester anonyme ou pas.
Puis selon, comme disait Stéphanie aussi, les ressources ou ce que l'organisme est prêt à mettre à disposition de l'école. Par exemple, il y a des formations, il y a des interventions, il y a des organismes qui ont aussi des structures pour soutenir la mise en place d'un comité LGBTQ+, plus dans une école. Fait que nous, dans le fond, pour accompagner l'organisme à remplir cette lettre-là, il va y avoir un guide qui accompagne la lettre et qui liste un peu les possibilités que l'organisme peut mettre dans ces espaces. Puis après, évidemment, l'organisme peut aussi changer tout ce qu'il veut dans cette lettre-là. Puis nous, on espère pouvoir mettre en place un système où on comptabilise combien de lettres sont envoyées, les résultats que ça a, puis qu'on puisse voir justement l'effet de ce projet-là. Puis comme nous, notre travail, c'est toujours de faciliter au maximum le travail des organismes qui travaillent sur le terrain. Bien, maintenant, on fait ce projet-là justement en collaboration avec des organismes qui peuvent nous faire un peu du feedback, on en a quelques-uns qui vont être là à la présentation, que Stéphanie et son collègue Alexis vont faire des lettres. Et justement, tu parlais d'aller recueillir des données aussi. Ça va pouvoir vous aider au Conseil dans le travail de plaidoyer politique que vous faites. Oui, tout à fait. Donc, ça suit vraiment la structure des projets qu'on fait, qui sont de renforcer les capacités de nos membres, de continuer à concerter, à collecter l'information et nourrir notre plaidoyer à nous. Comme ça, si, par exemple, on peut comptabiliser le nombre de cas qui ont été réglés par des lettres comme ça, bien, on peut facilement aller voir le gouvernement et dire, bien, vous voyez bien qu'on manque de ressources et vous pouvez financer ces organismes-là pour soutenir que ce soit un peu normalisé, que chaque école ait accès à des formations pour éviter ces situations-là de violence. Comme tu le disais tantôt, vous avez eu de la rétroaction déjà d'une personne qui vous disait que ça fonctionne, cette approche-là, dans bien des cas. Oui, c'est ça. Il y a un membre qui nous a dit que ça fonctionnait, puis on s'est dit, bien, pourquoi pas, dans ce cas-là, faciliter le processus. Donc ça va être lancé quand pour les organismes membres du Conseil? Mais nous, on fait regarde Stéphanie. Oui, c'est ça, exact. Mais nous, on fait une présentation officielle lundi, comme Fred le disait. Puis ensuite, après, les organismes peuvent se l'approprier. C'est vraiment ça reste à la disposition du Conseil québécois. Et puis, c'est eux qui vont voir. Mais ces lettres sont vouées à être donc en fait transformées parce que le droit évolue aussi. Puis les politiques actuelles évoluent également. Donc, quant au bloc sanitaire, en fait, la mesure, justement, je trouvais ça intéressant de le dire ce soir en tout cas, c'est qu'on a invité les écoles conscientes. En fait, on était conscient de cette directive Drainville. Donc, on a invité les écoles avec une mesure qui ne coûte pas très cher, notamment des pictogrammes. Donc ça permet aussi non-genré, puis ça permet finalement aux élèves de pouvoir accéder à des toilettes en toute sécurité. Donc, toujours dans cette optique de collaboration. Oui, tout à fait. Oui, Fred? Ce que je voulais dire aussi, du fait que c'est un des sujets les plus politiques, c'est qu'on peut encourager les écoles, justement, à parler à leur centre de service scolaire, au ministère de l'Éducation, et à leur signaler que cette directive-là, à leur sens aussi, les met dans une situation où ils ne respectent pas la Charte des droits des personnes. Donc, c'est là aussi où je dis que c'est un travail politique, mais où on peut aller aussi chercher des alliés. Oui. Donc, Fred, vous collaborez avec la Clinix depuis ses tout débuts, je pense. Oui. Oui. C'est quoi l'importance de ce partenariat communautaire-là pour les communautés LGBTQ+. Bien, c'est déjà hyper intéressant. Je peux répondre volet 1 personnellement. J'en apprends beaucoup sur le droit, puis je trouve ça hyper excitant. Puis d'un point de vue organisationnel, bien, c'est très, très riche. J'ai hâte, là, on n'a pas encore une page sur notre site à nous où on peut retracer tous les projets qui ont été faits parce que nous, on fait un projet, mais il y en a 3 autres à chaque session avec 3 autres organismes LGBTQ+. Donc, ce sont des projets qui viennent vraiment soutenir le travail qui se fait selon les besoins des organismes. Et puis, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que c'est rare qu'on a l'occasion de à la fois recevoir beaucoup comme ça, mais aussi participer à nous offrir quelque chose en échange dans le sens où, comme ce sont des personnes étudiantes qui étudient en droit, c'est une expérience de venir voir un peu comment ça fonctionne dans le milieu communautaire.
Puis ça, je dirais qu'on a une relation switch. Tu sais, on peut Donnant-donnant. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que moi, en tout cas, je sais que j'aime beaucoup ce travail-là parce que ça fait que c'est ce que j'aime beaucoup quand j'en parle aux organismes, leur rappeler, rappelez-vous que vous êtes aussi dans un rôle là où vous accompagnez des personnes apprenantes, des personnes étudiantes qui possèdent un grand savoir qui peut parfois être intimidant. Donc, c'est aux étudiants et étudiantes d'apprendre à vulgariser ce savoir-là. Mais aussi, vous avez un grand savoir communautaire que vous êtes là pour transmettre. Vous n'êtes pas face à des gens qui sont habitués. Donc, il y a vraiment un échange de connaissances qui, je pense, pour plus tard, le droit et le milieu communautaire ensemble, c'est ça, c'est éminemment, fondamentalement politique, puis ça, c'est très beau. C'est d'ailleurs l'objectif de Clinix, de former des juristes engagés, notamment auprès des communautés, des groupes communautaires. Stéphanie, toi, Oui. en tant qu'étudiante à la maîtrise en droit et société, Droit et société, oui. Comment dirais-tu que Clinix a eu un impact sur ton parcours? C'est très simple, comme le disait finalement Fred. En fait, on apprend en fait la vulgarisation juridique, et ça c'est essentiel. En fait, dès notre première rencontre, Fred nous posait la question, mais ça veut dire quoi ça? Et on ne savait pas finalement comment répondre parce que on nous avait jamais posé la question. Donc on trouvait ça super intéressant. Et quant à la clinique, en fait, ça nous permet finalement de partager nos savoirs, puis d'en apprendre énormément sur la communauté. C'est-à-dire que ça permet un certain empuissement, j'adore ce terme, un empuissement de la communauté. Donc, on promeut et on défend des droits, mais on leur laisse le plein pouvoir à les revendiquer. Puis ça, c'est vraiment génial. Et il y a des personnes que tu aimerais remercier parce que tu n'as pas travaillé toute seule sur ce dossier-là. Non, Stéphanie, vous étiez une équipe, c'est toi la représentante. Oui, je te laisse faire les remerciements. Bien sûr. Il y a tout l'encadrement. Je remercie déjà Fred pour vraiment sa grande disponibilité. Puis, et puis, bien sûr, mon collègue Alexis, donc, au baccalauréat en droit, qui est là. Bravo, Alexis. Merci de... mon grand support. Bien, Jemila, puis Laurence aussi, et puis tous les collègues de la clinique. Merci. Fred Lavarenne, coordonnatrice du réseau des membres au Conseil québécois LGBT, et Stéphanie Bélanger, étudiante à la maîtrise en droit et société. Merci beaucoup de votre venue ce soir. Merci. Bonne soirée. C'est l'heure où Mélodie Noël Rousseau se lève de sa chaise dans le bar pour venir sur la scène. Je pense qu'elle était en grande discussion, je ne sais pas trop. Il y a eu un petit sursaut quand elle a vu que c'était à son tour. C'est parce qu'il faut que je paye mon parcomètre. Puis il n'y a personne à ma table, c'est comment. Fait que c'est pas grave. Je salue le dieu de la police, puis je lui demande de me laisser tranquille. Je vois qu'il y a même de l'aide qui a été demandée à la table d'à côté, je pense. En tout cas, je vois des téléphones se passer. Ça n'a pas l'air... C'est gentil, ça. Merci, merci. Le code du cellulaire, c'est juste des 1. Merci. Oui, je vois Amanda faire des signes. Là, ça a l'air d'être repris en charge, Mélodie. Quelle magnifique communauté tu as fondée qui me regarde ça. On se paye nos stationnements entre nous. Écoute... Mais Mélodie, je suis content qu'on finisse la saison avec toi. Puis je pense, de mémoire, que c'était la même chose l'année dernière, en décembre. Oh. Fait que là, je pense que ça va être une tradition. Tu vas être notre cadeau de Noël. Je suis comme une fée des étoiles. En plus que c'est ta fête. Non! Ah! Non, demain! Mais Demain. Ben là, on va célébrer ça. Mais là, toi, Mélodie, qui nous parle d'art de la scène, tu as eu la chance d'assister à une générale hier soir d'un spectacle de danse, un spectacle qui t'a beaucoup plu. Oui, tout à fait. Bogota, du collectif APNA, mené par Andrea Peña. C'est un spectacle des plus attendus pour la saison. Ça débute ce soir à l'édifice Wilder. Et c'est sold out depuis un bout déjà. Mais puisqu'Andrea Peña est une étoile montante de la danse qui a atteint déjà de très hauts sommets, puis qu'elle a perfectionné sa pratique ici à Montréal, je devais absolument parler de son travail. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Andrea Peña, c'est une chorégraphe multidisciplinaire de renommée internationale, originaire de Colombie. Donc, ce qui est assez exceptionnel, c'est que son spectacle Bogota a ouvert la Biennale de Venise à l'été 2023. Et ça, c'est un honneur qui était réservé jusqu'à tout récemment aux artistes italiens seulement. Donc, c'est assez exceptionnel. Et c'est la première fois que la Biennale de Venise, justement, ouvrait son concours à des artistes internationaux. Et c'est une Québécoise qui l'a eu.
Donc, présenté pour la première fois à Montréal, plus d'1 an après Venise, j'ai demandé à Andrea, c'était comment pour elle et pour les 9 artistes en scène de se replonger dans Bogota. Pour être vraiment honnête avec vous, c'est une pièce qui est extrêmement complexe à tous les niveaux, où tous les artistes, tous les 9 interprètes ont vraiment leur propre cheminement, leur propre dramaturgie. Il y a beaucoup des éléments scénographiques, beaucoup des éléments métaphoriques de ma culture, des concepts, des références. Donc, de reprendre tout ça, c'est pas juste de reprendre le corps, les mouvements, mais c'est de reprendre toutes les couches qui sont dans le travail. Ça nous a pris du temps à comme réveiller tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle Bogota, Mélodie? Bon, si je vous le présente plus précisément, Andrea s'est lancé le défi de créer une œuvre décoloniale. Et pour ce faire, elle a réfléchi à comment créer du bas vers le haut. Donc, changer la dynamique de hiérarchie dans la création. Puis avec son équipe, ils ont exploré pendant environ 1 an et demi avant de se lancer dans la création de l'œuvre. En scène, donc, vous voyez des corps dépouillés de tout artifice, des corps dénudés, qui évoluent dans un espace industriel avec des échafauds, des gros sacs de sable blanc, des gros haut-parleurs, des enceintes, des lumières qui rappellent celles des chantiers de construction. On est enveloppé dans la conception sonore très chargée, très texturée de Debbie Doe. Les interprètes, tantôt hilares, tantôt en symbiose les uns avec les autres. On les voit s'échouer au sol dans les structures, traîner le poids des autres, offrir de magnifiques fresques. Je pense entre autres à celles où ils sont vraiment en avant-scène, éclairés par un petit éclairage au bas de la scène, avec des visages violents, déformés par des grimaces très intimidantes. Ça déménage, cette Ça affaire-là? déménage, hein? C'est tentant. Il y a un tableau aussi qui m'a particulièrement plu. C'est le jeu de tension entre 2 interprètes munis d'un harnais attaché par une corde. C'était vraiment beau de voir le jeu de contrepoids. Puis c'est quelque chose qu'on m'a dit qui revenait souvent dans sa pratique. Moi, c'était la première fois que j'étais en contact avec le travail d'Andrea et de ses artistes. Puis j'ai beaucoup aimé le geste artistique. J'étais captivée du début à la fin. Vous voyez, là, je suis particulièrement enthousiaste. T'as aimé ça, oui. Ben oui, puis j'ai été conquise par la démarche aussi de création horizontale, queer. D'ailleurs, je lui ai demandé c'était quoi pour elle de faire de l'art queer. En tant qu'équipe, on parle toujours de queering as a verb. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de queerer quelque chose? Et je pense, bon, la majorité de l'équipe, on est une équipe quand même large, 20-25 personnes, je dirais 90% de l'équipe est queer. From production, lumière, musique, costumes, scénographie, danseurs, tous ces gens-là sont queer. Donc, ça veut dire que tous, on porte des lunettes queer. Donc, on est toujours dans une queering de notre métier, de notre pratique à travers cette lentille-là. Puis elle mentionnait aussi le fait de créer des espaces fluides, des espaces éphémères, que c'était une pratique plutôt lesbo-queer, ça. Puis dans la façon aussi de mettre en scène des corps moins genrés. Donc là, tu l'as dit, c'est à guichet fermé, malheureusement. Ouais. Mais, si jamais le travail d'Andrea Peña vous intéresse, nous intéresse, il y aura quand même possibilité de se reprendre bientôt à Montréal. Oui, bonne nouvelle. Sachez qu'Andrea Peña et ses artistes seront de retour à Montréal du 26 février au 1er mars à l'Agora avec la pièce Réplica. Donc, je vous lis la description rapide. Là. Réplica met en scène un duo puissant qui nous entraîne à sa suite dans une captivante performance archéologique du mouvement allant de la mythologie au corps non-binaire d'aujourd'hui. Donc, les billets sont disponibles dès maintenant. Courez-y. Du 26 février au 1er mars à l'Agora. La pièce s'appelle Réplica. Et une autre bonne nouvelle, mais là, ça, c'est pas concernant Andrea Peña, c'est concernant toi et ta copine Geneviève, la belle. Vous remontez sur scène. Oui, avec Ciseaux. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est de rendre Ciseaux le brou lesbien. Nice! Entrer dans le livre des records Guinness. Donc, on fait le CAM en tournée. On a cette chance-là. Puis sachez que c'est gratuit. Donc, gratuit. C'est totalement gratuit. Par contre, la petite twist, c'est qu'on doit aller chercher les billets 2 semaines. C'est disponible 2 semaines avant la représentation, quelque chose comme ça. Donc, ça commence en janvier. Autour du 23 janvier, il y a la Maison de la culture du Plateau qui va ouvrir ses billets. On va à Maisonneuve, on va à Rosemont-Petite-Patrie, Saint-Laurent, à Huntsic, puis à Janine-Suto. Donc, le CAM, Conseil des arts de Montréal. Là, Qui n'a pas vu Ciseaux ici, là?
Voilà. OK. Hey, mais quand même, il y a Quand pas même, mal là. moins de mains levées que de mains baissées. Ben On va ouais. faire l'inverse. Qui a vu ciseaux? 2 fois. Mettez le nombre de fois. 2 fois. Moi, j'ai payé 2 fois pour y aller. C'est Tabarouette. gratuit. OK, fait qu'il y en a qui ont juste jamais levé leurs mains. Mais allez-y, courez voir ça. Moi, je l'ai vu cet été dans le cadre de Fierté Montréal. C'était à la Place des Arts. C'était excellent. Vraiment que ça m'a beaucoup brassé. J'ai ri. En tout cas, un petit bijou, ciseaux, à aller voir ce printemps-hiver /. Mélodie Noël Rousseau, merci beaucoup de ta venue. Merci de clôturer cette saison d'automne. Je te souhaite un bon temps des fêtes, puis on se retrouvera en 2025. Merci, toi aussi. À 2025. Mes remerciements cette semaine, notre invité Éric Chacour. Merci encore de ta venue. Félicitations pour tes nombreux prix et bonne écriture pour la suite. L'humoriste Florian Soria, merci d'avoir pris la balle au bon pour ta venue. Florian qui est là-bas, merci. Merci à nos invités Fred Lavarenne du Conseil québécois LGBT et Stéphanie Bélanger de la Clinics de l'UQAM. Et oui, non, Stéphanie est redescendue. Et merci à Mélodie Noël Rousseau qui a pris sa place sur la scène pour la culture. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins et à la technique, Lou Perreno. Et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Geneviève Lucier. Et derrière le bar, Dominique Séguin. Merci à l'appui financier du Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec pour l'interprétation en langue des signes. Merci à l'appui financier également de la Société de développement commercial du village et à celui de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. On vous invite à vous abonner à notre infolette pour rester informé de notre retour cet hiver. Le formulaire est dans le bas de toutes nos pages Internet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, ça s'appelle Tous. Facebook, Instagram, c'est mon compte, Kim Roy-Grenier. Écrivez-nous si vous avez des suggestions, des commentaires. Ils sont les bienvenus. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve l'année prochaine.